fois que je commence le webinaire, on va donner un peu de temps aux gens pour se joindre à nous. Surtout quand on a beaucoup de monde, ça prend 1 minute ou 2 pour qu'ils arrivent sur la plateforme. Une fois que le nombre de personnes qui assistent au webinaire commence à diminuer, je vais commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'espère que vous aurez tous un webinaire formidable aujourd'hui. Question? On va faire ça en vidéo ou bien seulement en audio? Pour moi, il n'y a pas de questions. Je vous attends 5 sur 5. Béatrice, RDC Kinshasa. Thank you. Augustin, yes, you should turn your video on when you are speaking and only when you're speaking. Augustin, oui, il faut allumer ta caméra vidéo quand tu parles. Je commence le webinaire maintenant. J'espère que vous aurez tous un webinaire super aujourd'hui. OK, merci. On m'a aussi dit de mettre les caméras quand je vais parler. Oui, Béatrice, vous pouvez allumer votre caméra quand vous parlez. OK, merci. 5 sur 5. Je vais allumer les caméras. Est-ce que je mets ça maintenant ou après? Maintenant, s'il vous plaît. Je suis là. J'ai mis les caméras. Vous me voyez? Oui, nous vous voyons très bien. Merci beaucoup. Et enchanté de faire connaissance. Hi, Beatrice. Avec... Yes, we can see you and hear you. So once it's your turn to start speaking, you'll come off mute and turn your video on. Thank you. Quand c'est à toi de parler, Béatrice, tu allumes ton micro et ta vidéo pour parler. Merci, bien capté 5 sur 5. Bon, Émilie, tu peux commencer quand tu es prête. Bienvenue tout le monde. Bon après-midi. C'est tellement merveilleux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Je m'appelle Émilie Zimmerman avec le projet Action. Et on va commencer avec quelques remarques d'ouverture des affaires internes. La première chose que j'ai demandé, c'était de choisir votre langue préférée parce qu'on va travailler avec de la traduction simultanée aujourd'hui. Si vous vous joignez à nous avec un ordinateur, cliquez sur le globe en bas à droite de l'écran. Vous joignez à nous avec un téléphone. Il faut aller sur les contrôles de réunion et appuyer sur les 3 points. Et choisissez anglais ou français pour aujourd'hui. Quelques points rapidement avant de commencer. Présentez-vous dans la boîte de dialogue et aussi votre organisation et où vous vous trouvez. Si vous avez besoin d'aide avec la technologie ou avec l'interprétation, mettez le message dans la boîte de dialogue. Et je laisse faire savoir à tout le monde qu'on est en train d'enregistrer ce webinaire. Et la demande finale, si vous avez des demandes ou des questions qui surviennent pendant cette présentation, mettez-les dans la boîte de dialogue. On a un peu de temps pour des questions et des réponses vers la fin et on sera excité de pouvoir y répondre du mieux que nous pouvons à la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais passer le micro pour faire des remarques d'ouverture. Bonjour tout le monde. Je suis du SN. Je suis conseillère pour la nutrition. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment passionnant comme présentation pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aimerez beaucoup cette séance. Comme praticiens, nous savons que nous essayons d'atteindre des buts de santé et de développement. L'impact de notre intervention pour essayer d'aboutir à ces buts. La nutrition, comme la voyons,
a des difficultés à cause du nombre de comportements, de difficultés. Ça nous offre de nouveaux outils et de nouveaux aperçus. Maintenant, nous connaissons bien les idées les plus importantes au sujet de l'économie. Ce n'est pas surprenant pour nous, consommateurs, mais c'est très important, un changement très important dans la conception et les services. On a montré une expérience très bonne pour apporter ces expériences à la CSC Nutrition. Nous sommes ici aujourd'hui pour la collaboration, pour traiter et utiliser une conception pour mettre au point des prototypes dans la République démocratique du Congo. On va aborder ces paramètres qui sont souvent négligés, en plus d'apprendre des choses au sujet du résultat final. J'encourage tout le monde d'écouter attentivement le processus qui est utilisé, ce processus pour améliorer la qualité de la nutrition dans les CSC. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et je vais repasser le micro à Émilie. Merci, c'est merveilleux. Merci beaucoup de cette introduction. Je vais passer le micro à Béatrice qui va se présenter et nous donner quelques remarques d'ouverture dans sa participation à cette activité. Béatrice, à toi. OK, merci. Je réponds au nom de Madame Béatrice. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui dans le cadre du Programme national de nutrition. Nous suivons ce travail avec beaucoup d'intérêt et participons depuis sa création. Nous sommes enthousiasmés par les solutions développées par Breakout Action dans le cadre de la nutrition et pensons qu'elles sont très prometteuses pour renforcer le travail de Pronanit et de ses projets de collaboration. Je voudrais souligner quelques éléments spécifiques qui distinguent ce travail. C'est ce que là où nous sommes vraiment très heureux. Le travail se concentre sur des comportements spécifiques liés à l'alimentation des enfants malades et en convalescence. Ce sont des comportements dont nous savons qu'ils sont très importants pour les résultats nutritionnels et les rétablissements après une maladie chez l'enfant, mais qui ne reçoivent pas autant d'attention que d'autres éléments de l'alimentation des compléments. Les solutions sont pratiques. Elles reconnaissent aussi les contraintes des ressources auxquelles les familles sont confrontées et les temps auxquels les prestataires sont confrontés dans le cadre du travail. Elles sont également conçues pour s'intégrer aux structures et programmées existantes. Les solutions vont au-delà même de l'éducation des gardiens d'enfants sur la nutrition et les aident à mettre les conseils en pratique. Nous savons tous que l'éducation est importante, mais pas suffisante aussi à elle seule. D'où la solution offre des approches concrètes aux relais communautaires et aux prestataires de soins pour aider les gardiens d'enfants malades à agir selon les directives et elle contribue à renforcer la confiance des familles qui sont parfois sentimentales, qui ne peuvent pas faire grand-chose pour nourrir l'enfant en cas de la maladie. J'attends vraiment avec impatience les prochaines étapes alors que les solutions seront mises en œuvre au niveau du Sud Kivu en République démocratique du Congo dans une de DPS, pourquoi pas partout ailleurs. Je vous remercie. C'est merveilleux, merci beaucoup Béatrice. Je vais passer le micro à Lisa qui va passer la première partie de la présentation. Okay. Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Ken Andrew, je suis conseiller en changement social et comportement au projet Breakout Action. Merci Laura et Béatrice pour vos ouvertures et d'interprétation pour la nutrition.
Nous sommes vraiment ravis de partager ce travail avec tout le monde aujourd'hui. Donc, depuis ma abord, nous allons présenter un aperçu de comment nous avons pu découvrir jusqu'à arriver au résultat. Donc, je commencerai d'abord par l'introduction au processus de la production comportementale, au comportement sur lequel nous sommes vraiment focalisés, et puis aux conclusions de notre recherche formative. Donc, nous allons partager ensuite des solutions en termes de positifs, ainsi que des leçons et des idées glanées au cours du processus de la conception. Et nous terminerons aussi par des discussions auxquelles vous allez tous partager. Donc, participer sur l'applicabilité globale de ce travail, de cette recherche, et aussi sur des questions et des commentaires de votre part. Alors, nous allons présenter un brief aperçu. Donc, voici un brief aperçu des processus de conception comportementale. Donc, nous avons commencé par identifier des comportements à problème spécifiques. Et en nous appuyant sur l'outil multisectoriel de priorisation du comportement du programme de USAID Advanced Nutrition. Donc, ensuite, nous avons aussi mené une recherche qualitative fondée sur des sciences comportementales, sur les moteurs de ces comportements. Donc, nous avons aussi cherché à identifier les activités spécifiques des contextes entourant vraiment les gardiens d'enfants et les agents de santé qui influencent la manière dont ils ont le choix de nourrir les enfants, et puis qui considèrent comme les options et ce qui peut aussi empêcher de donner des suites à leurs intentions qui auraient développées. Donc, les résultats de ces diagnostics ont servi de base à un processus de conception en collaboration visant à élaborer des solutions spécifiques qui aident les gardiens d'enfants à atteindre un objectif et bien nourrir les enfants et positionner les agents communautaires et les prestataires de soins à bien aider les familles à nourrir les enfants correctement. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur deux comportements interdépendants. Et ces deux comportements interdépendants, il s'agit de la poursuite de l'allaitement, c'est-à-dire l'allaitement continu et l'alimentation pendant la maladie, et l'apport aussi de l'alimentation complémentaire ou supplémentaire dans les semaines qui suivent la maladie. Donc, au niveau mondial, nous allons aussi voir, nous sommes mis à travers des recherches, nous n'avons pas trouvé assez de données concernant la période de la maladie sur l'alimentation des enfants malades, surtout beaucoup plus les nourrissons de 6 à 23 mois. Donc, nous avons sélectionné ces comportements parce qu'ils étaient bien classés selon les 3 critères tirés de l'outil de priorisation des comportements du programme USAID Advanced Nutrition. Bien que les données soient vraiment limitées, celles-ci vraiment suggèrent à ce que nous puissions tenir compte de l'écart comportemental qui est probablement important au niveau de l'échelle mondiale. Donc, il peut également avoir un impact important sur la nutrition des enfants, car les périodes de la maladie sont très fréquentes et critiques dans toutes les familles auprès des enfants. Donc, nous avons également aussi examiné la possibilité pour les membres des familles, les gardiens d'enfants malades, comment ils peuvent changer leur comportement en fonction des contraintes pour lesquelles elles n'ont pas de ressources des familles, pour lesquelles elles sont confrontées. Donc, pour ceux qui sont en mesure d'acquérir et de préparer des aliments compléments ou des aliments substituts, le maintien de ces comportements favorables pendant la maladie est moins limité par la disponibilité ou l'accessibilité financière, ainsi que d'autres comportements alimentaires liés par exemple au choix, aux interdits alimentaires. Donc, de façon générale, donc, les données de la RDC suggèrent que ces comportements liés à l'alimentation de l'enfant malade pendant les semaines soient vraiment une pertinence au niveau local et nécessitent aussi une attention particulière. Donc, nous allons voir donc, à travers les sections bleues de chacun des diagrammes qui viennent de la perspective, qui montrent la proportion d'enfants malades et approbations qui ne sont pas nourris conformément aux objectifs de la nutrition, tel qu'édité par le Programme national de la nutrition NDT. Donc, nous voyons sur base de ces recherches antérieures que la plupart d'enfants reçoivent moins ou pas de nourriture lorsqu'ils sont frappés par la diarrhée, mais ne sont pas encouragés à manger pendant les périodes de maladie
et même reçoivent la même quantité ou bien même de lait maternel et de la nourriture pendant les 2 semaines de l'établissement, ce qui devait être le contraire. Donc, nous allons voir dans l'étape prochaine en quoi consiste vraiment la compréhension des facteurs qui ont indiqué à la compréhension alimentaire. Donc, l'étape suivante consiste à mieux comprendre les facteurs comportementaux des pratiques alimentaires que nous avons décidé à travers des recherches. Donc, nous avons mené des recherches dans les zones rurales et périurbaines à travers des étapes diagnostiques comportementales. Et nous avons ciblé la DPS Sud-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. En quoi consistait cette phase? Nous avons, à travers cette recherche, entrepris au moins... Hello. Augustine, can I cut you off? Excusez-moi, Augustin, est-ce que je peux parler? Augustin, est-ce que je peux parler? On a du mal avec la traduction. Oui, ça va. On a des difficultés techniques avec la traduction. Est-ce que vous pourriez faire une pause? OK. Un traducteur, est-ce que vous traduisez en anglais? J'ai traduit en français. Il n'y a rien sur la chaîne d'anglais. J'ai traduit en français. Je traduis en français. Vous ne captez pas? Vous pouvez continuer, Augustin. OK. Donc, nous avons dit à la phase de diagnostic, nous avons mené des recherches à la zone rurale. In terms of this, Sud-Kivu. Donc, cette recherche comprenait au moins 58 entretiens qualitatifs approfondis. Et grâce à ces entretiens, nous avons cherché à comprendre les points de vue des gardiens d'enfants malades et des autres membres de la famille sur l'alimentation pendant et après la maladie. Donc, nous avons aussi également discuté avec les prestataires de soins et les communautés de leur rôle ou implication en ce qui concerne l'opportunité de la manière dont ils discutent de l'alimentation pendant et après la maladie avec les gardiens d'enfants malades. Et de leur point de vue aussi sur les décisions et les défis auxquels les familles font face. Donc, nous avons aussi complété ce que nous avons appris lors de l'entretien par des observations et des consultations dans des formations sanitaires, alors lors des interventions telles que CPS, consultation curative, et aussi nous avons aussi pu avoir une idée sur l'alimentation des enfants à travers des discussions théoriques. Et 5 résultats clés ressortent vraiment de la recherche de cette phase diagnostique. Donc, je vais passer en revue chacune de ces conclusions et aussi expliquer ce qu'elles impliquent pour nos objectifs de conception. Donc, dans ce contexte de pauvreté et d'insécurité alimentaire particulièrement grave dans le lieu où nous avons pu faire la recherche, la pénurie a une très grande influence à la fois pratique et psychologique. Et la rareté des ressources limite ce que les personnes qui s'occupent des enfants soient en mesure d'offrir à leurs enfants ces aliments. Et la rareté des ressources aussi limite les personnes qui s'occupent des enfants à bien nourrir correctement, surtout en ce qui concerne la disponibilité. Donc, et le fait de vivre dans une situation de pénurie chronique fait peser sur les gardiens d'enfants malades à une charge cognitive qui peut occulter des éléments sur lesquels ils ont le contrôle. Donc, cela implique une charge cognitive qui peut s'expliquer à deux niveaux, la conception des solutions. Et premièrement, ici, nous devons aider les familles à identifier les améliorations en termes de réalisation dans la limite de leurs moyens. Par exemple, en les aidant à identifier les aliments disponibles localement, accessibles, nutritifs et abordables. Et en deuxième position, c'est l'implication et que dans la mesure du possible, comment on peut chercher à détourner l'attention des conditions de pénurie qui a tendance à diriger les familles lorsqu'elles se trouvent devant cette situation de faiblesse. Donc, la deuxième conclusion est que pendant et parfois après la maladie,
les gardiens d'enfants s'en remettent au manque d'appétit du bébé. Nos résultats confirment la conclusion d'une recherche antérieure que j'ai citée plus haut. Donc souvent, les gardiens d'enfants n'essaient pas d'encourager les bébés à manger lorsque l'appétit du bébé est trop limité. Donc les gardiens d'enfants décrivent l'appétit du bébé comme fixe et doutent qu'ils puissent faire quelque chose que ce soit pour influencer le bébé à bien manger. Donc nous avons également appris qu'ils ne se concentraient que sur l'offre des aliments préférés, les goûts préférés des bébés, et qui ne sont pas toujours disponibles. Certains ont parlé de forcer l'enfant à manger. Cela implique pour la conception que nous voulons renforcer la confiance des gardiens d'enfants dans leur capacité à influencer l'appétit du bébé et les équiper de pratiques concrètes ou stratégies qui peuvent mettre en pratique pour stimuler le bébé à manger. Donc, cela les aiderait à profiter des moments où ils peuvent encourager les bébés à manger davantage. Donc, nous avons constaté que les gardiens d'enfants reconnaissent l'importance de l'alimentation pour éviter de perdre des forces et la croissance à cause de la maladie, oui, bien sûr. Mais ils la considèrent en termes d'aliments de qualité plutôt que des termes de quantité d'aliments ou de calories. Donc, lorsque les aliments perçus comme valables ne sont pas disponibles, ce modèle mental rigide signifie qu'ils ne s'alimentent pas vraiment suffisamment les aliments abordables au milieu maternel. Donc, en outre, certains gardiens d'enfants considèrent que l'ajout de nourriture est nuisible pendant la période de respiration de convalescence. Cela implique, pour la conception de la solution, de rediriger l'attention vers les objectifs des quantités et d'illustrer comment la conception, à travers ces actions, les aliments auxquels les gardiens d'enfants ont accès sont utiles pour les bébés à nourrir les bébés. Augustine, can I pause you again? Augustin, je suis désolé d'interrompre. Est-ce que vous pourriez être plus près du microphone? On a un peu de mal à vous écouter, à vous entendre. OK. Donc, je disais, cela implique pour la conception de la solution de rediriger l'attention vers les objectifs des quantités et d'illustrer comment les aliments auxquels les soignants ou les gardiens d'enfants ont accès sont utiles pour les aider à nourrir les bébés selon les besoins. Et cela implique aussi que les agents de santé ou les prestataires, ainsi que les membres du gouvernement qui sont dans différents programmes de nutrition, doivent éviter de recommander des aliments spécifiques auxquels les gardiens d'enfants ou les familles ne peuvent pas avoir accès en termes de finances, en termes de coûts. Et nous allons voir aussi les perceptions selon lesquelles certains aliments sont bons ou mauvais pour les bébés ou les enfants et puis réduisent encore l'éventail des choix. Donc, parfois, les familles apprennent à connaître des aliments nutritifs qui ne sont pas disponibles ou abordables, plutôt que des options plus faciles, accessibles. Par exemple, les familles apprennent à connaître la viande. Les familles apprennent à connaître la viande comme un aliment qui est beaucoup plus nutritif. Et pourtant, il y a d'autres substituts. Ensuite, nous devons amener les familles donc, à entreprendre connaissance sur des aliments qui sont beaucoup plus localement trouvables, des aliments qu'on peut facilement avoir l'accès. Donc, nous avons vraiment ici constaté que les gardiens qui reconnaissent l'importance de l'alimentation pour éviter à ce que les enfants perdent des poids pendant la maladie, mais il y a des problèmes de choix que nous venons de suggérer. Donc, cela suggère que la conception, nous voulons aider les familles à réexaminer les aliments auxquels les familles ont accès et considérer tous les aliments que les familles mangent comme des options potentielles pour les bébés. Donc, les visites chez les malades, ici, offrent une occasion prometteuse de considérer les gardiens d'enfants sur l'alimentation. Nous avons constaté, comme on pouvait s'y attendre, que les prestataires et les gardiens d'enfants se concentrent principalement sur les traitements médicaux au détriment de la nutrition. Donc, si les prestataires discutent sur l'alimentation, ils se concentrent sur les aliments spécifiques à proposer pendant la maladie, mais ils ne donnent pas de conseils cohérents sur les stratégies, par exemple, d'adouer, de cajoler, de stimuler l'enfant
ou bien pour les soins après la maladie. Donc, les prestataires ont également déclaré à travers les entretiens qu'ils se sentent vraiment découragés parce qu'ils ne savent pas que les familles peuvent faire quelque chose en cas de carence. C'est ce sujet que les conceptions devraient ici viser à élever l'importance de l'alimentation à la fois pour les prestataires et aussi pour les clients ou bien les familles, en la mettant aussi au même niveau que le traitement médical. Donc, nous voulons également aussi encourager que les prestataires, en aidant les familles à voir. Oui. Seulement, et je m'excuse pour tout le monde. Pour les membres de notre public qui parlent anglais, qui ont eu du mal à suivre l'interprétation. Augustin avait presque fini les conclusions du diagnostic de comportement. Et je vais vous donner une vue d'ensemble très rapide au sujet de ce que c'était que ces conclusions. Et merci beaucoup, Augustin, de cette introduction merveilleuse et de ces conclusions. Et rapidement, il y a 5 idées qui ont émergé dans la recherche et le diagnostic. C'est la question de la pauvreté et de la pénurie. Ça crée un fardeau pratique et qui empêche les gens de faire ce qu'ils peuvent pour nourrir leurs enfants. D'un point de vue de conception, on voudrait identifier des choses atteignables que les familles peuvent faire pour mieux nourrir et nourrir plus leurs enfants, et aussi se concentrer de nouveau sur l'attention au sujet de cette situation en DRC et de voir ce que les parents peuvent faire pour leurs enfants. La deuxième conclusion, c'est que les familles et les gens qui prennent soin des enfants ont du mal à nourrir les enfants qui manquent d'appétit quand ils sont malades. Parce que l'appétit est très fixe. D'un point de vue de conception, ce qu'on aimerait faire, c'est de créer des compétences et l'assurance pour créer de l'appétit et encourager l'enfant à manger plus. L'idée, c'est que les gens qui prennent soin des enfants ont tendance à se concentrer sur leur donner des aliments spécifiques qui sont de haute qualité au lieu de la quantité, pendant que l'enfant se remet. Parfois, les aliments spécifiques ne sont pas disponibles. Ça renforce la perception qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire pour les enfants. Ça peut être très décourageant. Ici, on va ressouligner l'importance de la quantité de nourriture pendant ce moment critique par opposition à des aliments spécifiques. La conclusion suivante, c'était que la perception, ça peut créer des choix pour les familles dans ce qu'elles peuvent offrir à leurs enfants. Et si on va soutenir les familles pour identifier des aliments nutritifs disponibles pour rendre la santé à leurs enfants. La recherche de formation, les prestataires et les gens qui prennent soin des enfants sont concentrés principalement sur le traitement médical. On ne discute pas du tout de l'alimentation, souvent pendant ces consultations. Et quand on en parle, on mentionne des aliments spécifiques. Et les familles peuvent ne pas y avoir accès. Donc, les directives que les familles reçoivent ne sont pas des choses qu'elles peuvent mettre immédiatement en pratique. Ça peut être décourageant. Ce sont des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Donc, d'un point de vue de conception, ce que nous aimerions faire ici, c'est élever un peu l'importance de l'alimentation pendant la maladie, tant pour les prestataires que les personnes qui prennent soin des enfants. Ils ont la capacité d'influencer ce avec quoi les personnes qui prennent soin des enfants les nourrissent et que les enfants se portent mieux pendant cette période. Avec ce vue d'ensemble très rapide, je suis surexcité
de vous faire parcourir un peu le processus de conception et ce qu'on a mis au point. Le processus de la conception, c'est d'avoir des activités structurées pour aborder chacun de ces objectifs de conception. On a eu un retour des parties prenantes, on a identifié des idées potentielles avec l'impact potentiel et on a créé des ébauches de ces idées pour entrer plus en détail pour les parties prenantes et pour prendre plus de décisions. Et on a aussi testé avec les utilisateurs en fin de course et on a utilisé leurs idées. On a fait des tests avec plus de 85 membres de la famille et on a appris d'eux au sujet d'activités, d'essais et d'activités ludiques. On s'est basé sur le retour qu'on a reçu d'eux. Les solutions qui ont émergé de ce processus sont à travers 3 points. On a la réunion des comités avec le personnel soignant et pour que l'enfant retrouve son appétit. On a eu des consultations avec des messages qui sont atteignables et qui sont simples. Et le troisième, ce sont les visites au domicile avec des travailleurs communautaires qui rendent visite aux enfants malades pour identifier des façons de surmonter la difficulté à les alimenter. On explique comment on est revenu aux objectifs de conception qu'on a exposés avant. Et on a plus simplifié le processus qui nous amène à ces solutions. Je voulais parler des 3 messages simples qui ont été répétés à travers les sessions. Il faut continuer à nourrir les enfants pendant la maladie, 2 semaines après la maladie. Il faut les nourrir plus que ce qu'ils mangent habituellement. Et quand l'enfant se remet, chaque bouchée compte. Ces messages pour inculquer les directives. Ce sont des messages mémorables et qui motivent. On aborde 3 des objectifs de conception. Je vais enseigner ici que ce dernier message. Chaque bouchée compte. Ça a vraiment trouvé une résonance avec les personnes qui prennent soin des enfants. Ça les a encouragés à se concentrer sur ce progrès microscopique à ce niveau. Discuter un peu comment on est arrivé à ce dernier message avec la conception du comportement. Si on a choisi une heuristique réaliste, on voulait donner une heuristique simple. Combien de fois nourrir l'enfant, le bébé par jour? Quelque chose comme ça, le nourrir au moins 5 fois par jour. On a appris par l'expérimentation que ne pas trouver de but suffisamment simple, numérique, dans les directives et qui pouvaient être atteints par les familles. C'est important parce que les familles, ce qu'elles peuvent actuellement offrir à leurs enfants, on a trouvé un équilibre. On pouvait soutenir les familles pour qu'elles puissent mettre en place la quantité. Chaque bouchée compte, c'est le message. Je vais parcourir les éléments de solution. Donc, un échange entre les pères de stratégies pour enjôler l'enfant, pour stimuler son appétit, pour partager et apprendre ensemble comment encourager les enfants à manger à tout moment où leur appétit n'est pas bon et donner aux personnes qui prennent soin des enfants où ils sont particulièrement contraints quand l'enfant est malade et aussi à d'autres moments. Ça aborde la conception et les objectifs pour les personnes qui prennent soin des enfants.
à ces moments qui peuvent être particulièrement difficiles pour eux. La deuxième conception que j'ai soulignée, c'est la suite d'outils. C'est l'ordonnance d'alimentation. On a spécifié la quantité de nourriture que l'enfant pouvait manger pendant la maladie. Cette ordonnance élève la nourriture pour qu'elle ait une importance similaire à celle des médicaments. Et aussi pour le message sur la quantité qu'on a vu auparavant. Et quand on a partagé cette conception avec les prestataires de services, on a eu un retour très positif. Ça leur a été très utile pendant les consultations. Et le concept que l'alimentation est aussi importante de façon similaire aux médicaments. Et ils ont senti que ça les soutenait beaucoup. On a ajouté ces 2 pages dans les conseils sur l'alimentation. Ça renforce les 2 messages essentiels. Comment nourrir l'enfant après la maladie. Ça évite de mentionner des aliments spécifiques qu'elles ne peuvent pas offrir à l'enfant à ce moment. Ça évite que les prestataires aient le sentiment que leurs conseils ne peuvent pas être valables. Se concentrer sur ces messages simples, les personnes soignantes peuvent aller de l'avant. C'est complété par un autocollant de rappel qu'on peut mettre. Et ça se concentre sur le dernier message que chaque bouchée compte. On va continuer à se concentrer sur le traitement médical pendant sa maladie. Et on va avoir des conseils sur l'alimentation. Donc, c'est ce message motivationnel simple au moment où on peut le répéter aux personnes qui prennent soin des enfants dans cette consultation. On élève de nouveau l'alimentation, on se concentre pour sortir de la pénurie. Nouveau travail, se combiner avec l'orientation pour les prestataires qui les accompagnent, pour les aider à conseiller de façon plus assurée. Ils apprécient les contraintes et les difficultés que les familles rencontrent à leur juste mesure. Et enfin, la troisième série de conceptions, c'est la visite au domicile par des soignants communautaires. Ça donne l'occasion de rassembler certains des éléments dont on a parlé et de créer d'autres caractéristiques. Les visites au domicile commencent avec 5 éléments. Réitère les directives en termes très simples pour les familles. Et après tout ça, les familles apprennent qu'elles peuvent célébrer chaque bouchée. Et après cela, on les incite à identifier les difficultés pour augmenter les quantités et avoir une ou deux activités en réponse aux difficultés qu'on s'est identifiées. Et les familles travaillent ensemble pour faire un plan, pour traduire leurs intentions en action. Maintenant, on va se concentrer sur, plus étroitement sur la deuxième étape. Les familles sont encouragées à célébrer chaque bouchée comme petit succès en aidant l'enfant à se remettre. Et elles peuvent répéter cela chaque fois que l'enfant mange. Et cet élément est semblable à d'autres. Ça met l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et plutôt sur les succès que sur les manques, les défauts. Je prends un moment pour souligner un prototype qui a été testé
et qu'on a essayé de trouver, c'est pour but d'aboutir à des objectifs similaires. Nous verrons deux versions d'outils de suivi de l'alimentation. Une des raisons pour laquelle on était surexcité et enthousiaste au sujet de cette conception, nous savions que voir le progrès peut être une grande motivation, et le personnel soignant avec qui nous avons partagé cela était également enthousiaste. C'était quelque chose qui a vraiment trouvé une résonance avec eux. Je trouvais que c'était utile. Peut-être ça avec le 5 pour les soins des enfants. Ça n'a pas fini de la façon qu'on avait espéré. Ce que le but était, pour des raisons dont on a déjà discuté. Le problème, c'était que le suivi, même si l'outil était simple, c'est toute chose qui impose un fardeau. Comment l'outil de suivi marche et se souvenir comment l'utiliser. Au moment où le bébé était nourri, il fallait vraiment demander, c'était beaucoup demander aux familles. On a testé cela. On a testé très nombreuses versions qui ont été mal interprétées. Et des familles étaient moins enthousiastes pour les aider. Les soignants, comme on l'avait anticipé, nous ont menés à suivre une démarche différente pour se faire un progrès. Ça a des avantages pour les membres de famille dans le processus, y compris les membres de famille qui ne peuvent pas être directement impliqués dans l'alimentation de l'enfant. Il y a toujours des compromis, des avantages pour marquer le progrès vers des buts concrets. Le dernier élément des solutions que j'aimerais surligner, c'est les activités avec la nourriture. Ça, on fait avec des familles à la visite à la maison, avec les familles qui ont dit que c'est difficile d'avoir accès à des aliments pour bien nourrir les bébés. Donc, ça aide les familles à identifier les options de nutrition qui sont nutritives et qu'on pourrait trouver qui ne sont pas trop chères, qui aident vraiment, même s'ils ne viennent pas tout de suite en tête. On a travaillé avec des familles, avec des professionnels de la santé de la communauté pour trouver cette liste avec des aliments qui sont disponibles dans la région. Et pour cette activité, les familles font le tri de ces aliments pour trouver ceux qui sont auxquels ils peuvent accéder à un jour donné. Ils regardent le derrière du dos avec des informations qu'on a trouvées avec le professionnel de la santé de la communauté, comment on peut nourrir les bébés avec ces aliments. Donc, ceci, ça s'adresse au fait d'avoir une meilleure série de choix et d'avoir des améliorations qu'on peut vraiment faire. Ça aide vraiment les familles soient plus spécifiques avec les aliments. Ils trouvent ensuite qu'il y a des options qui sont plus nutritives que à quoi ils s'attendaient. Donc, il y a de plus en plus d'aliments qu'ils peuvent utiliser pour nourrir leurs enfants à ce moment critique. Et ici, juste pour un petit résumé de ces éléments de solution qu'on a développés avec des rassemblements de communautés, pour des consultations des enfants malades et pour des visites à la maison. Et en fait, ces designs sont mis en place pour se complémenter et pour s'adresser à ces 7 objectifs de conception. Chacun a une valeur indépendante, mais ils sont conçus pour se renforcer. Avant de terminer, je voulais dire rapidement merci à tous les collaborateurs qui ont contribué tellement à ces recherches et ce processus de conception au niveau mondial et à l'intérieur de la RDC, surtout les idées de tous ces membres de la communauté, ensuite de Kibu, qui ont travaillé tellement avec nous et qui ont tellement contribué avec ces perspectives et leur réussite pendant le processus. Donc, merci beaucoup à nouveau.
À partir de maintenant, je vais passer le micro à mon collègue Lisa, qui va parler un peu de la pertinence globale mondiale de ce travail. À vous, Lisa. Merci beaucoup, Émilie. Il y a vraiment un chat qui est vraiment intense et des questions et réponses. Donc, je vais parler juste très brièvement pour qu'on ait le temps de parler de ces très bonnes commentaires, ces suggestions. Ce qu'on peut voir avec tout ce chat et avec tout ce que vous savez, c'est que l'alimentation des enfants, c'est compliqué, c'est complexe. Et pendant et après une maladie, souvent, quand les enfants ont très peu d'appétit, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est la raison pour laquelle cette conception de ce travail de conception de comportemental, c'est tellement passionnant parce que pendant qu'on travaille tous pour avoir ces changements sociaux et comportementaux et ces services de nutrition, il faut avoir d'autres outils dans notre trousse à outils pour aller où on veut aller. Donc cette expérience, pour moi, ça a deux applications très importantes, deux considérations pour nous tous qui travaillent à CSC et à la nutrition CSC. La première, c'est les prototypes qu'ont développés à notre équipe en RDC. Ils peuvent être adaptés avec des tests rapides d'utilisateurs dans d'autres contextes. Et si vous utilisez quelque chose et que vous l'adaptez, on aimerait vraiment bien entendre ce que vous avez à dire. Il y a tellement de mise en application de tout ça. Donc, les barrières qui sont adressées sont très communs à travers beaucoup de contextes. Par exemple, comme vous avez entendu qu'Augustin et Émilie disaient, sous-estimer les aliments locaux qui sont disponibles et d'avoir plutôt des aliments qui ont 4 étoiles. Peut-être ça, c'est pas vraiment possible pour les familles utilisées. Donc, ces prototypes étaient vraiment des possibilités positives, et ce qui est vraiment possible et disponible, qui aide vraiment les gardiens et les professionnels de la santé de faire des actions. Une autre chose qu'on a vu pendant le webinaire, c'est de nourrir les enfants avec peu d'appétit. C'est très difficile. On a besoin de beaucoup de confiance et de compétences. Donc, c'est très commun partout, surtout pendant la maladie où les enfants ont très peu d'appétit, aussi pendant la période de rétablissement où ils ont encore besoin de plus de nourriture. C'est très important. Donc, on pense que ces prototypes ont beaucoup de valeur pour tout ça. Et ensuite, le processus, comme Laura disait au début, c'est aussi vraiment très nouveau et utile pour ajouter à notre trousse à outils pour le CSC. Quelque chose qui était très important pour moi, c'est que ça nous a aidé vraiment à comprendre les modèles mentaux des professionnels de la santé aussi que les gardiens et les membres de la famille. On voit souvent des professionnels de la santé de CSA, ils sont vraiment, ils soutiennent, ce sont des influenceurs, mais en fait, comment eux, ils prennent ces recommandations, c'est tellement important pour comprendre complètement. La formation, comme d'habitude, ça n'aurait pas aidé ou aurait fait une grande différence pour comment ces professionnels de la santé pourraient conseiller. Comme une prochaine étape, on travaille avec Breakthrough Action pour développer une trousse à outils pour utiliser cette approche pour la nutrition de CSC. Donc, on va utiliser tous vos commentaires, vos suggestions de ce webinaire, c'est le chat, le questions et réponses pour notre trousse à outils. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et sans en dire plus, je vais aller tout de suite à ces très bonnes questions. J'aimerais tout d'abord demander, voyons, il y avait quelques très bons points sur les autres membres de la famille qui sont impliqués dans les tests, les grands-mères, les pères, les frères et sœurs qui sont plus âgés. Émilie ou Augustin, est-ce que vous pourriez partager comment vous vous engagez avec ces membres de la famille? Je ne vois pas. Oui,
En tout cas, merci. Nous allons partager donc comment les familles sont engagées dans la nutrition. Ici, premièrement, d'abord avec notre attitude de faire la promotion des aliments à 4 étoiles, des aliments variés. Mais lorsqu'on est dans les moments critiques des maladies, les parents n'ont pas assez beaucoup d'énergie pour penser à ce qu'ils ont comme aliments, pouvant être comme aliments disponibles qu'on peut donner à l'enfant. Automatiquement, les parents estiment qu'il faut d'abord se focaliser sur les aliments comme la viande, comme le fromage, mais les choses qu'ils ne peuvent pas trouver pendant qu'ils sont tous focalisés sur la maladie. Alors, donc, les 4 étoiles, la constitution de ces aliments, on peut les reconstituer dans ce qu'ils consomment chaque jour. Donc, dans tout ce qu'ils ont, nous devons chercher à créer la confiance auprès des parents pour qu'ils sachent que tout aliment qu'ils ont a des protéines et est nécessaire pour nourrir l'enfant. Et si nous essayons de simplifier des enseignements en insistant sur l'accessibilité, sur ce qu'on peut trouver comme aliment dans notre environnement, sans pour autant créer des pressions ou des exercices physiques compliqués, nous faciliterons l'alimentation de l'enfant pendant la maladie. Parce que tout se concentre sur les traitements, on oublie l'alimentation, mais penser à ce qu'on a comme aliment peut résoudre, ça faciliterait car tout se compte. Comme a dit Émilie, non pas seulement il faut mettre l'accent sur la quantité, sur la fréquence, mais de donner tout aliment disponible et ça une bonne condition. D'accord, merci beaucoup, Augustin. Émilie, il y a de très bonnes questions pour vous dans les questions et réponses. Il y en a un sur les différences entre les comportements quand vous considérez le type de la maladie, comme le diarrhée ou la paludisme, entre le fait de nourrir pendant la maladie et pendant le rétablissement. Est-ce que vous pourriez partager ce que vous avez trouvé? Bien sûr, merci pour cette question. C'est une très bonne question. On a parlé dans votre diagnostic avec des gardiens avec des médecins aussi, avec quels sont les conseils qu'ils donnent pour de différentes maladies. Quelque chose qu'on a entendu, c'est que certains aliments sont perçus comme bons ou mauvais pour certaines maladies. Les aliments d'animal qui sont très bien pour les fièvres, perçus comme ça, mais pour quelqu'un qui a la diarrhée, donc en fait, il y a des perceptions spécifiques de ce qui est bien ou mauvais pour certaines maladies. Ça a influencé ce que les parents pensaient qu'ils pouvaient utiliser pour nourrir leur bébé. Pour d'autres maladies, c'est quelque chose qu'on a trouvé, c'est que les bébés sont souvent nourris trop peu et il y a une perception qu'ils ont besoin de certains aliments de haute qualité et il y a des perceptions que pendant que le bébé entre dans cette période de rétablissement, la quantité qu'ils doivent recevoir, ça doit être augmenté seulement progressivement et qu'il y a une risque de trop alimenter à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu à travers beaucoup de maladies différentes. Merci. Émilie, est-ce que vous pourriez partager un peu sur comment les prototypes seront utilisés en RDC et est-ce qu'il y a un plan de revue et d'évaluation autour de cette utilisation? Bien sûr, et j'aimerais aussi inviter Augustin à dire quelque chose, à ajouter, et Béatrice aussi, si elle a quelque chose à ajouter. Mais à ce stade, et on finit le stade de conception, travaillant avec des parties intéressées dans RDC, on a des activités qui seront là bientôt pour soutenir les parties intéressées, pour identifier des façons spécifiques pour intégrer ces solutions dans le programme avec ces attentes. On a l'espoir que certains aliments des solutions seront mis en place dans certains programmes en RDC et qu'il y aura certaines opportunités pour le dépistage et pour les tester dans l'avenir. Augustin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui,
j'ai quelque chose à ajouter en ce sens que, par exemple, nous parlons de la prescription alimentaire qui est un acte que chaque prestataire élabore chaque jour en termes de prescription médicale. Et c'est trop facile déjà pour intégrer, d'abord après les tests utilisateurs, les prestataires déjà de ces aides de santé ont intégré ça comme approche. Donc, où il y a une colonne sur le traitement médical, il y a aussi maintenant une colonne sur l'alimentation. Et en plus de ça aussi, à travers même les repos des agents communautaires, même les prestataires, sur les informations sur l'alimentation à 4 étoiles, ils ont aussi intégré ça automatiquement lors des visites à domicile, dans ce sens où on commence déjà à demander à la famille qu'est-ce que vous avez trouvé comme nourriture au cours de la semaine, quelles sont vos préférences alimentaires, qu'est-ce que bébé aime manger. Et à partir de cela, on essaie de donner des messages spécifiques taillés sur mesure sur la famille. Et ça va même éviter les interdits alimentaires qu'on proposerait, par exemple, un porc à un musulman. Or, mais si on lui demande ce qu'il consomme chaque semaine, ça serait trop facile que la famille puisse énumérer les aliments auxquels ils ont l'accès plus facile. Nous avons aussi, par exemple, les activités de consultation préscolaire. Et à travers les activités de consultation préscolaire, où il y a l'éducation sanitaire, on peut aussi déjà, même avec des groupes de soutien ange, introduire déjà la notion de technique de cajolerie. Comment stimuler l'enfant malade à bien manger à travers le partage d'expériences comme ça se fait dans les groupes de soutien ange. Donc, de façon générale, les mécanismes d'intégration sont plus faciles et nous avons juste recouru au système existant pour introduire toutes les nouvelles conceptions. Merci. Bon, peut-être qu'on peut se tourner vers Béatrice pour des remarques de conclusion finale. OK, comme nous venons de suivre à travers ces webinaires pour l'alimentation de l'enfant malade, c'est une expérience que nous avons menée ou recherche avec Break Action au niveau de Sud Kivu, qui est en République démocratique du Congo. Et notre souhait est qu'à travers cette étude, recherche que nous avons fait ensemble, que nous puissions faire la continuité et qu'on puisse avoir un comité de pilotage pour assurer la mise en échelle de cette étude. Et nous remercions tout le monde aussi pour avoir participé à ces webinaires qui nous a aidé à faire l'échange ensemble par rapport à l'alimentation de l'enfant plus malade, où les prestateurs, voire même les mères gardiens de l'enfant, se focalisent plus sur les soins que sur l'alimentation de l'enfant qui est malade, qui la communauté avait compris l'importance de cette étude ensemble avec eux et ils ont compris vraiment la place de la nutrition de l'enfant malade. Nous vous remercions pour ça. Merveilleux. Merci beaucoup, Béatrice. Comme état final, on va partager qu'on va envoyer la présentation. On va aussi utiliser aussi vos commentaires et les remarques que vous avez mises dans la boîte de dialogue. Donc, on se réjouit d'avance de voir vos idées dans la boîte de dialogue. Et on espère que tout le monde va pouvoir continuer dans ce domaine très important et souvent négligé de l'alimentation de l'enfant pendant la maladie et pendant qu'il se remet. Merci beaucoup. Il y a un sondage. Si vous voulez faire ce sondage avant de quitter le webinaire.
Marcella, je te repasse le micro. Merci. Merci beaucoup. Et ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. On va envoyer cela avec les diapositives, l'enregistrement avec toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.